dans ce cinquième épisode de Journal d'un coach, qui est filmé pour la première fois, donc peut-être que je vais pas avoir le réflexe de parler à la caméra tout le temps, parce que normalement c'est un podcast qui est exclusivement audio. Peut-être qu'il sera, disponible sur YouTube cette fois-ci si mon head of brand le valide. Petite introduction scriptée et ensuite on part complètement cacahuète. Je m'appelle Jérémy Coleman et je suis le CEO de Coleman Publishing, une entreprise de coaching, formation, accompagnement à destination des indépendants qui veulent développer leur activité avec des systèmes très, très simples. On est surtout connu pour le one place funnel pour les débutants jusqu'à 100-150 K par an et l'entreprise automatisée pour ceux qui veulent aller à 500 K par an et plus. Les bas de plafond nous appellent coach, mais au moins je suis le coach préféré des Français. En attendant, je suis une école, si on peut appeler ça comme ça, mais je suis surtout en fait une boîte d'advisory qui aide les indépendants à développer leur activité avec des systèmes aussi simples que possible. Notre but est de vous pousser à croire en vous et oser voir plus grand quand la société entière vous dit le contraire. Avec nous, pas de Lamborghini orange, mais assez de fuck you money ordinaire pour aller au repas de Noël en Uber, même si c'est à 170 km, et que tous les trains sont en grève comme ils nous le font chaque année. On veut rendre votre vie plus simple grâce à votre business, c'est ça qui est important pour nous. Et cet épisode, c'est moi seul qui raconte des trucs sans aucune préparation, à part cette intro qui est un peu scriptée. Après 15 ans d'entrepreneuriat et des milliers de grosses conneries, j'ai 2-3 idées au milieu qui peuvent peut-être vous aider. Je suis papa, je suis marié, je vis en France et vous verrez que beaucoup de choses tournent autour de ça, finalement, dans ma pratique du business. Est-ce que vous êtes prêts et est-ce qu'on commence? Dans ce podcast, je vis de ma tête, je vous partage mes compréhensions, ce qui m'intéresse dans la vie, vous verrez qu'il y a des catégories. Vous pourrez aussi apprendre 2-3 trucs business et surtout, je fais absolument aucun montage, sinon c'est pas drôle. Et bien entendu, vu qu'il n'y a pas de post-prod, il n'y a pas de jingle, jingle. Avant qu'on commence, comme d'habitude, si c'est la première fois que vous écoutez, vous pouvez pas le savoir, il y a un petit disclaimer. Le disclaimer, il est important, c'est pour pas aller en prison. Et puis c'est aussi pour connecter vos neurones, pour voir si vous suivez. Je vends du coaching. Je crois au coaching. J'achète du coaching. Quand je fais du contenu, j'ai une idée derrière la tête. Je suis pas Mère Teresa. À partir de là, tout ce que je dis est biaisé par tout ce que je viens de vous dire avant. Je ne suis pas conseiller en investissement. Investir comporte des risques. Même investir sur soi comporte des risques, si vous en faites n'importe quoi. Donc dans tous les cas, faites des recherches, réfléchissez et ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. On est entre gens intelligents normalement à partir de maintenant. La première catégorie de ce podcast, c'est les idées reçues. On va déglinguer des idées reçues ensemble. Vous êtes prêts? Les idées reçues, jingle. Première idée reçue, si je travaille assez dur, un jour je pourrais m'arrêter. Et en fait, non. Tu construis aujourd'hui ce qui va te permettre de jouer pour tout le reste de ta vie. C'est une idée reçue qui nous vient, je sais pas si ça vient de l'ère industrielle, ou si c'est le travailler plus pour gagner plus, ou si c'est encore notre héritage judéo-chrétien avec, on travaille très, très dur dans cette vie et on ira au paradis ensuite. Dans tous les cas, professionnellement, ça se vérifie pas trop, en fait, parce que déjà la plupart des gens, au moment où ils arrêtent de travailler dur, ils meurent de vieillesse, quand même un peu, ou ils font une dépression. Pareil pour les founders qui ont vendu leur boîte et en fait, dans la réalité, ce qui se vérifie, c'est que si tu as cette mentalité-là, c'est que tu travailles dur toute ta vie et en fait, tu t'arrêtes jamais ou au moment de t'arrêter, c'est trop tard. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de s'arrêter. Le but, c'est de bosser un peu plus dur au début, pour construire quelque chose qui va être un jeu pour le reste de ta vie. C'est-à-dire qu'au début, je construis des trucs qui peut-être m'emmerdent un peu, qui demandent un peu plus de travail que ce que j'ai envie de faire. Mais une fois que je les ai construits, me permettent de travailler moins dur et de continuer à jouer et à m'amuser aux jeux que j'aime, de business. Le but, c'est de trouver ce qui est du travail pour les autres et un jeu pour toi. Et c'est OK de mettre des efforts au début pour construire ce truc-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On passe à l'idée reçue suivante. Une garantie aide à vendre. Non, non, pas du tout, surtout pas en France en plus, En France, ça aide juste à attirer, les gens terrifiés qui vont vouloir faire jouer leur garantie. Rien de bien n'est garanti dans la vie et je faisais une vidéo là-dessus il y a pas longtemps où j'expliquais, quand tu rentres chez toi avec, un ou une personne, tu aucune garantie que cette personne ne va pas te découper pendant ton sommeil. Quand tu, fais une école, tu aucune garantie que tu vas avoir du travail et quand tu vas te faire soigner, par un médecin ou par un non-médecin, tu aucune garantie que ça empire pas le truc. Par contre, ce que tu cherches, c'est d'augmenter la probabilité de succès et la probabilité de succès vient avec l'ancienneté. Si le médecin a soigné 5000 personnes et qu'il y a eu une erreur en 5000, j'ai une probabilité élevée de pas me faire avoir.
Si l'école, a sorti énormément de diplômés qui ont trouvé du boulot facilement, j'ai une grande probabilité de pas me faire avoir. Si je vais dater la personne dans un lieu public et qu'en plus de ça, j'ai rencontré ses amis et que j'ai croisé sa mère, j'ai de grandes probabilités que cette personne me découpe pas pendant son sommeil. Et c'est pareil pour l'investissement sur soi. Je regarde le track record d'un programme, d'un coach, d'un mastermind, peu importe. Je regarde combien de personnes ils ont accompagnées, quels sont les succès, quels sont les échecs. S'il y a pas d'échec du tout, c'est qu'ils mentent. S'il y a pas de succès du tout, c'est que c'est les clients qui mentent. En général, c'est un truc un peu entre les 2. Globalement, donc je cherche la probabilité de succès qui vient avec l'ancienneté et le volume passé. Et en fait, ce que je cherche plus précisément, c'est, je l'avais entendu dans un podcast, je me demande si c'était pas Théo Lyon qui en parlait. Il en parlait pour son agence, rien à voir. The safest bet, le pari le plus sûr, le pari le moins risqué. Tout dans la vie est un pari. Et en fait, sur des choses très, très importantes, je cherche le pari le moins risqué. Là où j'ai le plus de chances de gagner mon pari. Et si je vais voir le coach le plus connu avec les meilleurs résultats, ça veut pas dire que j'ai 100 de chances de succès. Ça veut juste dire que j'ai plus de chances de m'en sortir que si j'étais allé voir un coach complètement inconnu. Et donc non, les garanties ne servent à rien puisque rien n'est garanti dans la vie. Tu veux pas quelque chose de garanti, tu veux quelque chose qui a plus de chances de marcher. Point suivant, la vie c'est pas un kiwi. J'aime beaucoup cette expression, m'amuse beaucoup. Si tu veux plus, tu te bouges plus. Et globalement, tu as 3 ressources à ta disposition. Le temps, l'argent et les efforts. Efforts-sacrifices. Et en fait, tu choisis ce que tu donnes et ça te dit ce que tu obtiens. Si tu es prêt à donner de l'argent et du temps, ça demandera sûrement très peu d'efforts. Si tu veux pas donner d'argent, ça va être dur et ça prendra du temps. Si tu veux que ça aille vite, donc si tu veux pas donner de temps, ça demandera sûrement de l'argent et des efforts. Si tu es prêt à donner de l'argent et que tu pas ultra pressé, ça demandera aucun effort, ou très peu. Et globalement, en fait, c'est ces 3 ressources, ces 3 paramètres qu'on alterne et qu'on bouge, non pas pour décider de ce qu'on veut, mais pour décider de ce que ça demande. Et donc en fait, demande-toi toujours: «Qu'est-ce que je suis prêt à donner?» et donc qu'est-ce que je peux obtenir à partir de ça et dans quelles conditions? Parce que non, la vie c'est pas un kiwi, tout tombe pas tout cuit dans le bec, tout n'est pas simple et évident et parfait et bla bla bla. Et en fait, à un moment, il va falloir sortir les doigts du cul. Et c'est pas grave, c'est bien, c'est positif, c'est cool, c'est comme ça que notre espèce elle a survécu. C'est comme ça qu'on est devenus des humains vaguement civilisés, même si ces derniers temps on régresse un peu en tant qu'espèce. Donc choisis ce que tu veux donner. Point suivant, je sais déjà 80 de ce qui est dit dans ce programme. Alors c'est un truc qu'on entend souvent. Je savais déjà 80 de ce que disait ce machin. Ouais. Ouais, et alors en fait, le 1 que tu sais pas pourrait bien te ramener 100 000 € dans les 12 prochains mois pour un investissement de 5 000. Et en fait, le sujet, c'est qu'on calcule mal le ROI. ROI, c'est retour sur investissement. On s'en fout que tout soit utile. C'est est-ce que tu trouves un truc qui change tout? Est-ce que tu trouves un point de détail qui, appliqué sur les 10 prochaines années, va faire un grand changement dans ta vie? Imaginons, je prends un truc complètement caricatural. J'ai payé un programme 50 000. 97 de ce qu'ils disent dedans, je le sais. Et en plus de ça, leurs coachings sont nuls et l'organisation est pourrie. Mais là-dedans, je rencontre un mec en coaching, il me dit une phrase qui me fait faire un changement dans mon activité. Et ce changement me rapporte 500 000 dans les 24 mois qui suivent. 50 000 pour avoir 500 000 en 24 mois. C'est purement théorique. Hein. Bon ou mauvais investissement? J'ai quand même mis 50 000 pour 97 de merde. Hein. Bah non, c'est un bon investissement, c'est un super bon investissement. Vous avez fait x10 en 2 ans. Et en plus de ça, la connaissance, c'est le truc le moins risqué en termes d'investissement. Mon point de vue, encore une fois, pas no financial advice, hein. C'est mon opinion. Parce que, en fait, ça peut pas disparaître. N'importe quel invest que je fais, tangible, il peut disparaître, à peu près, quoi. La connaissance, elle est là pour, enfin, à moins que j'ai Alzheimer, voilà. Et quand on réfléchit le retour sur investissement d'un programme, d'une formation, d'un mastermind, d'un coaching de cette façon-là, on se rend compte de la valeur. Parce que la vérité, c'est que même si vous remboursez seulement votre investissement en 1 an, ce qui est quand même peu probable, hein, sur des programmes à 3, 5, 10, 12 K, bah, en fait, sur 5 ans, vous allez faire x5. Si vous êtes nul et que le programme était nul. Mais en fait, x5 en 5 ans, c'est un très bon investissement. C'est juste qu'on attend un miracle au lieu de réfléchir en investisseur. Et quand j'investis sur moi pour mon activité, je réfléchis en investisseur.
Une fois qu'on a compris ça change notre façon d'investir sur soi. Idée reçue suivante, il faut que je trouve un bon média buyer pour mes publicités. Non. Et je vois tout de suite les levées de boucliers de tous les gens qui vendent du media buying. Et alors, encore une fois, à chaque fois que je dis que c'est pas un problème de tuyau, c'est les plombiers qui m'engueulent. C'est bizarre quand même, hein, il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi. Les médias buyers, et là je te parle même pas de est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais, sont adaptés à certains business. C'est très bien pour les gros e-commerce qui brassent énormément de cash. C'est très bien pour, Coca. C'est très bien pour des startups qui s'en foutent. Pour nos métiers, de la formation, du conseil, du coaching, du consulting, et cetera, qui jouent sur des marches très précises, où il faut une connaissance client très précise, où il faut de le renouvellement créa très précis, du copywriting très précis, et pas faire comme tout le monde. Toutes les agences par lesquelles je suis passé, c'était nul. Tous les médias buyers par lesquels je suis passé, c'était nul. Et c'est pas forcément eux le problème, c'est le couple média buyer coach qui pose problème, bien souvent. Et si on comprend ça, ça simplifie beaucoup de choses. Donc non, tu n'as pas besoin d'un média buyer. Tu as besoin de te sortir les doigts du cul, de faire un truc que tu pas envie de faire. Qui, une fois que tu as compris comment le faire, est pas si compliqué. Il y a plein d'autres trucs que tu peux déléguer dans ton activité qui sont bien plus importants, qui vont te ramener beaucoup plus de temps. On ne délègue pas la croissance de son entreprise. On délègue à des endroits qui nous font gagner du temps pour que nous, on puisse se concentrer sur la croissance de son entreprise. Autre idée reçue, les autres ne veulent pas que tu deviennes une meilleure version de toi, mais que tu restes la version de toi la plus confortable pour eux, celle avec laquelle ils ont l'habitude de vivre. Donc tes parents, tes proches, tes amis, peut-être même tes collègues de travail, ne veulent pas que tu t'améliores, ne veulent pas que tu changes, ne veulent pas que tu deviennes la meilleure version de toi-même. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes exactement comme t'es. Parce que comme t'es, c'est la sécurité pour eux. Et pour toi, probablement dans leur tête. Ils veulent pas que tu changes. Ils veulent pas que tu évolues. C'est pas rassurant. Ça les ramène à qui ils sont. Quand tu comprends ça, tu comprends que l'évolution personnelle, peu importe ce qu'on met derrière, hein, c'est pas action de performance, l'évolution personnelle est un chemin assez solitaire. Parce que ça demande de jamais écouter les autres. Je te laisse réfléchir à ça. Autre point important, je ne suis pas sûr que le truc que je fais actuellement m'intéressera pour toujours. Cool, c'est pas censé, tu le droit de changer plus tard, mais en fait, faut essayer des trucs. Te prive pas de vivre parce qu'on va tous mourir un jour. Te prive pas de gagner 50 000 € avec une cible, si tu veux changer dans 3 ans. Te prive pas de connaître l'amour parce que peut-être qu'un jour cette personne elle va partir. Te prive pas d'être en bonne santé parce qu'un jour tu mourras de vieillesse. Tu vois le raisonnement? Le problème, c'est qu'on pense que la cible et le type de business qu'on fait, c'est un raisonnement immuable et définitif. Il y a qu'un seul truc vraiment définitif dans la vie, c'est de faire un enfant. Tout le reste, c'est optionnel, ça peut changer. Surtout dans ton business. Rien n'est définitif. Avance dans une direction, teste des trucs, on pourra toujours changer après, on s'en fout. Dernier point de cette catégorie, il faut absolument montrer sa tête et faire des vidéos sur internet. Et non, ça dépend de ce que tu vends, ça dépend de à qui tu t'adresses, ça dépend de ce que tu fais. Et moi j'ai vu beaucoup de business, c'est encore plus vrai avec l'IA maintenant, mais c'était déjà le cas avant, qui ne se montrent pas. J'ai vu des entreprises, de conseil, consulting, formation, coaching même des fois, qui faisaient des chiffres entre 50 et 300 000 € annuels, sans montrer leur tête. Montrer sa tête simplifie la création de relations avec les personnes en face de toi. Et quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi autant de gens le font. C'est plus difficile de créer une relation sans montrer sa gueule. Ça veut pas dire que c'est impossible. Tu peux créer un avatar, tu peux créer plein de choses en fait. Ça dépend des réseaux sociaux sur lesquels tu es aussi. Sur YouTube, c'est plus délicat quand même, hein. Sur un podcast, tu pas besoin de montrer ta tête. Si tu es sur Twitter, tu pas besoin. Instagram, tu pas forcément obligé. Selon le réseau social, c'est plus ou moins important. Sur LinkedIn, c'est délicat de pas mettre son nom. Donc en fait, non, on n'est pas obligé de montrer sa tête sur internet. On en a fini avec les idées reçues. On va passer à la catégorie que j'ai appelée concept. Mais d'abord, le faux jingle. Et moi, je vais boire une petite gorgée parce que j'ai soif à force de parler tout seul. Jingle. Et là, normalement, vous allez me regarder boire. On doit faire des bruits dégueulasses en plus. Concept numéro 1. Est-ce que j'ai bavé? Est-ce que j'ai vraiment fait ça à la caméra? Est-ce que la personne qui va monter cette vidéo va le laisser pour se foutre de ma gueule? Ok, donc je me bave dessus. Ok, c'est très bien. Concept numéro 1, pour changer une habitude, il faut la rendre évidente. Ça vient du bouquin très très bien sur les habitudes, Atomic Habits.
qui globalement fait l'analogie, quand tu veux ancrer une nouvelle habitude positive, tu la mets avec une habitude qui est déjà là depuis très, très, très longtemps. L'exemple le plus connu, c'est se brosser les dents. A priori, on le fait tous à minima une fois par jour. Bah, tu pourrais te dire: «Je vais faire 5 pompes à chaque fois que je me brosse les dents» ou alors, «Je vais faire 10 squats à chaque fois que je me brosse les dents» ou alors: «Je vais envoyer un petit SMS à quelqu'un que j'aime à chaque fois que je me brosse les dents» et vu que tu n'oublies jamais de te brosser les dents, normalement, il suffit de faire une association dans ton esprit pour ancrer une nouvelle habitude positive. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que j'y pensais, en parlant avec mon équipe, parce que je suis en train de leur faire un bootcamp sur le personal branding et la stratégie de contenu. Et en fait, tu peux faire ça avec le contenu, tu peux faire ça avec le follow-up de tes leads, tu peux faire ça avec un peu tout et n'importe quoi. Globalement, créer du contenu, c'est dur si tu dois mettre un temps dédié pour ça. Si tu es pas obligé de mettre un temps dédié pour ça spécifiquement, tu peux le faire en faisant autre chose. Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui se filme pendant tous ses coachings. Alors, il filme pas son écran, donc on voit pas ses clients, on n'entend pas ses clients, et cetera, mais il se filme lui. Derrière, il a donc une vidéo d'1 heure, où il parle peut-être, 20 minutes. Il va foutre cette vidéo dans une IA qui va sortir les bons morceaux et hop, il a du contenu pour toute la semaine. Il coach déjà. De toute façon, il coach. Il a juste rajouté une caméra et un petit process derrière pour faire du montage. Et c'est comme ça qu'on prend un truc qui est déjà là pour en faire une nouvelle habitude positive. Point suivant, tu ne peux pas remplir le verre de l'autre si le tien est vide. Tu remplis le tien et il déborde tellement que ça arrose tout le monde autour de toi et remplit les leurs aussi. Si t'as pas d'argent, tu peux pas aider les autres. Si t'es pas épanoui, tu peux pas aider les autres. Si tu te développes pas, tu peux pas être un exemple pour les autres. Si tu fais pas de contenu, tu peux pas donner d'audience aux autres. C'est l'expression anglaise, c'est, «You can't pour from an empty cup». Tu peux pas remplir, à partir d'un verre vide. Je parle bien anglais, hein. C'est un truc que je vois trop souvent et on a aussi l'analogie du masque à oxygène dans l'avion, mais concentrez-vous sur vous, ça va rejaillir sur les autres ensuite. J'ai enregistré une vidéo il y a pas longtemps sur le fait d'avoir une vision. En fait, moi, ma vision, c'est exactement ça qui s'est passé. J'ai commencé par vouloir de l'argent pour moi. Quand j'en ai eu, j'ai commencé à faire des trucs pour ma famille, et puis ensuite pour mes amis, et puis ensuite pour mon équipe, puis ensuite pour plus de gens. En fait, c'est parti de moi et ça a débordé vers les gens en face de moi. Si j'avais commencé par eux à mon détriment, probablement que ça se serait arrêté très, très vite. C'est pour ça qu'on commence par soi et ensuite on regarde pour les autres. Point suivant, le but n'est pas de travailler dur, mais de travailler malin. Enfin, on est tous d'accord. Je crois que c'est Alexandre Moisy qui l'a dit. Mais par contre, on devient malin qu'en travaillant dur au début. C'est parce qu'on fait des erreurs au début qu'on n'a plus jamais besoin de les faire ensuite. Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre les raccourcis, qui veulent pas travailler, qui veulent pas faire les heures, qui veulent pas faire les répétitions, qui veulent pas faire les trucs, en se disant: «Oui, mais on m'a dit qu'il fallait travailler intelligemment et pas travailler dur». Oui, mais on devient intelligent en faisant un peu des heures quand même, tu vois? Enfin, tu deviens pas champion de tennis en jouant pas. Tu deviens pas champion de coaching en coachant pas. Tu deviens pas champion de contenu en créant pas. Et c'est pas obligé d'être dur, mais ça prend un peu de temps. Et plus tu mets du temps, plus ça va vite, plus ça devient facile, plus ça devient agréable, plus tu as d'effet de levier, plus tu as de résultats. Dur n'est pas le but, malin est le but. Effet de levier est le but. Mais pour tout ça, il faut travailler un peu dur au début. Et dur, ça veut pas dire désagréable. Ça veut dire que c'est pas facile. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Et le point suivant, justement, en lien avec ça, c'est le succès, c'est de faire des trucs chiants, mieux que les autres, plus longtemps qu'eux, et sans tout casser quand tu t'ennuies. Le dernier point le plus important, je pense. Le succès, c'est de faire des trucs chiants, parce que la réussite demande souvent des trucs pas très fun. Mieux que les autres, plus longtemps, et sans tout casser quand tu t'ennuies. Je connais beaucoup de gens ici qui se disent multipotentiels, zèbres, HPI et toute la panoplie de tatouages malabar, et qui, dès qu'ils en ont marre d'un truc, sautent au suivant, cassent tout ce qu'ils ont fait avant et disent: «Ah mais c'est parce que je suis multipotentiel». Non, c'est pas parce que tu es multipotentiel, c'est parce que tu manques de focus et de vision. Non, faut arrêter avec ça. Moi aussi, je suis catégorie multipotentiel, HPI, zèbre, tout ce que tu veux. Ça n'empêche que je travaille sur le même truc depuis des années. Pourquoi? Parce que je teste un truc, il me plaît, j'en fais un système, je mets des équipes dessus, je le fais croître, je passe au truc suivant. Je pète pas tout derrière moi. Et j'accepte que des fois, je dois travailler sur des trucs chiants, longtemps, jusqu'à les faire mieux, sans les casser, avant de passer au truc suivant qui m'amuse de nouveau. Et c'est la différence entre un amateur et un professionnel. L'amateur fait ce qu'il aime, le professionnel fait ce qu'il doit.
Moi, j'ai décidé que j'aimais assez ce que je faisais pour en faire une activité professionnelle. Donc je suis pas un enfant de 3 ans qui pète tout quand il a fini de jouer. Je suis pas là pour juste jouer, je suis là pour construire aussi. Et ça nous amène aussi au point suivant, la discipline bat le talent, mais la passion bat la discipline. Et ça revient à ce qu'on disait plus tôt, c'est que si c'est un jeu pour toi quand c'est du travail pour eux, c'est plus facile d'en faire beaucoup et mieux. Et donc en fait, c'est talent, discipline, passion. Et c'est la passion qui gagne à chaque fois parce que la passion demande très, très peu de discipline. Point suivant, internet a créé un filtre de réalité. La plupart des gens sont moins bons, qu'il n'y paraît et ça vaut pour toi aussi. Tu es moins bon que ce que tu crois et moi pareil. On se compare tous beaucoup sur internet, ce qui crée un filtre de réalité très, très faux, j'ai eu le cas il y a pas longtemps encore. Ça fait 2 ans que je me battais pour dépasser quelqu'un sur mon marché et vraiment j'y arrivais pas et je comprenais pas pourquoi. Ça me rendait fou. Je comprenais pas, ça tenait pas, les chiffres tenaient pas, quoi. C'était impossible et il y a pas longtemps, j'ai des infos de l'intérieur sur les vrais chiffres de cette personne, pas ceux qui l'annoncent et en fait, je me rends compte que je suis devant depuis 24 mois et que je me comparais à un truc qui n'existe pas. Est-ce que vous imaginez le niveau de seum, le niveau d'énervement? Ça fait 2 ans que je me bats pour dépasser un gars qui ment. Ça m'a beaucoup crispé. C'est intéressant parce que les gens paraissent meilleurs qu'ils le sont sur internet, mais rappelez-vous aussi, c'est important que nous aussi, on paraît meilleurs qu'on est et rajouter un peu de transparence. Ça fait pas de mal de temps en temps. Point suivant, le principe miroir, j'attire ce que je suis, pas ce que je veux. Si je veux autre chose, je dois être autrement. En fait, la citation, d'où ça vient, c'est: «J'attire le client que je suis, pas le client que je veux». Regardez comment vous achetez aujourd'hui et en fonction de comment vous achetez, regardez comment les gens achètent chez vous et regardez s'il y a pas un lien. Est-ce que vous payez en plusieurs fois? Est-ce que vous mettez des défauts de paiement? Est-ce que vous demandez à être remboursé? Est-ce que vous êtes un client chiant? Est-ce que vous êtes un client facile? Est-ce que vous appliquez tout? Est-ce que vous appliquez la moitié? Est-ce que vous êtes un super team member? Est-ce que vous êtes un pilier de votre communauté? Regardez les clients que vous êtes et vous verrez les clients que vous attirez et vous verrez que c'est assez fou et donc en fait, change qui tu es pour changer ce que tu as. Toujours pareil. Point suivant, le test de la longévité pour savoir si un mentor ou un programme est le bon pour toi. Ça, globalement, j'aime bien. Si quelqu'un est là depuis plus de 3 ans, il y a quand même de grandes chances que ce soit pas un pignouf complet ou un escroc. Parce que le marché est pas débile et qu'on peut pas mentir éternellement à 10 millions de personnes. Donc en fait, en général, les mauvais, ils font ce qu'on appelle un coup. C'est des braqueurs de banque. Ils sont là 1 an, 2 ans, 3 ans, ils raflent la mise et ils disparaissent à tout jamais. Ou alors ils disparaissent 5 ans, ils reviennent plus tard. Si des gens sont là depuis longtemps, et qu'il y a pas eu de scandale, a priori, c'est qu'ils sont pas mauvais. Je pose ça là. Rubrique suivante, c'est la rubrique des tests et d'abord jingle et je vais pas me faire avoir, je vais pas reboire ce truc à la tasse puisque la dernière fois, je me suis bavé dessus comme un gros nul, donc je vais boire un peu d'eau. Normalement, l'eau, je la bave pas. La rubrique test, c'est une rubrique où je vous partage un truc que j'ai testé récemment et ce que ça a donné et en l'occurrence ici, on a refait un atelier payant sur une audience organique. C'était pas fou en termes de nombre d'inscrits, on a déjà fait mieux, mais c'était très cool dans une autre façon. En fait, il y a pas eu autant de gens que je voulais. Il y en a eu, 4 fois moins que sur un atelier gratuit, et donc derrière sur ce que ça nous déclenchait nous comme opportunité d'amener des gens dans notre programme, c'est pas aussi fou que ce qu'on fait d'habitude. Mais moi, ça m'a permis de m'éclater parce que j'ai pu donner différemment. Dans du contenu gratuit, j'éduque les gens à avoir la bonne façon de penser pour avoir des résultats. Dans du contenu payant, je suis OK de leur montrer très précisément comment faire. Et là, c'était un atelier payant qui d'ailleurs est encore en vente libre sur notre site. Je l'ai laissé, où je décryptais les stratégies qu'on a utilisées, avec Coleman Publishing et que moi j'ai utilisées même avant Coleman Publishing, de 2019, 2020 à 2023. Je les analysais. Ensuite, je parlais de notre strat 2024 et ensuite derrière, en fait, avec toutes ces stratégies, le but de cet atelier, c'était comment piquer les stratégies des gens beaucoup plus gros que vous pour aller chercher vos 10 prochains clients. Prochains clients, c'est important parce que en fait, que tu sois débutant ou avancé, là, je te parlais des 10 prochains et donc j'ai décrypté en fonction de où tu en es,
laquelle de ces stratégies qu'on a fait les différentes années, tu peux nous piquer pour avoir tes 10 prochains clients? Et c'était très cool à faire et j'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que j'en referai des ateliers payants comme ça une fois de temps en temps. Par contre, en termes d'opportunités générées, peut-être qu'on l'a pas bien fait, hein, c'est possible aussi, on va peut-être retester des choses. C'était pas aussi fou que ce que j'aurais voulu. Et on va passer à la catégorie suivante, c'est la catégorie prédiction, c'est la catégorie où je fais le Nostradamus avec sa boule de cristal et où j'analyse un peu le marché et ce que je pense qui va arriver dans les prochaines années. Jingle. Le premier point, c'est que si la tendance YouTube se poursuit, les Minia Makers vont faire la gueule. Tu le vois avec cette vidéo, vous l'avez peut-être vu passer sur, d'autres trucs YouTube. Oui, je passe du vous au tu je fais ce que je veux chez moi. Vous l'avez peut-être vu passer sur d'autres vidéos, il y a de plus en plus de vidéos, ce qu'on appelle RAW, brutes comme ça en fait, où il y a eu très peu de montage, où c'est du facecam et cetera et où la personne juste parle pendant 1 heure et il y a pas de miniature non plus et juste le titre un peu optimisé et on voit ça de plus en plus et ça vient des US. Je me demande si c'est pas Sam Soulek, je sais pas, qui l'a démarré, mais il y a et on voit vraiment de plus en plus de gens dans la niche make money, dans la niche santé, dans plein de niches le faire. Ça commence à arriver sur le YouTube français et je pense qu'on a une tendance qui va arriver et peut-être qu'elle va pas durer, mais moi je la sens bien rester parce qu'on sort de 3 années de suroptimisation du contenu YouTube et je pense que les gens ils en ont plein le cul et donc ça va être très, très intéressant et de fait, en fait, on voit aussi directement que le montage a de moins en moins d'importance, contrairement à ce que les agences vidéo veulent vous faire croire et qu'en fait le montage c'est avant tout une histoire de branding, mais pas tellement une histoire de performance de la vidéo. En fait, si la personne est intéressante, qu'elle a fait des trucs intéressants dans sa vie, que le sujet de la vidéo est intéressant, la vidéo percera beaucoup plus que si elle est surmontée, à part, peut-être dans la niche divertissement. Et enfin, on va voir arriver, je pense, de plus en plus, de choses qu'on appelle infotainment, où en gros, il y aura de la transmission de connaissances, mais sur un format un peu drôle. C'est l'équivalent un peu des talk shows américains et je pense qu'on va voir arriver de plus en plus de talk shows business qui seront mi-drôles, mi-éducatifs. Voilà, vous saurez, ce que j'ai dit. Je pense que YouTube va changer un peu en termes de tendance, les miniamakers vont faire la gueule. Je pense que le montage aura de moins en moins d'importance et je pense qu'on va avoir de plus en plus d'infotainment en termes de création de contenu français et on va passer à la catégorie suivante, c'est la catégorie conseil, jingle et pour rappel, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage juste mon expérience et j'essaye de vous vendre des trucs. Au début, tu crées une compétence et tu vends ton temps. Après, tu crées une audience qualifiée et tu vends une offre. Et à terme, pourquoi il y a une sirène? Chut, pas bouger. Et à terme, en fait, tu crées des actifs et des partenariats. Aujourd'hui, moi, j'ai des personnes qui viennent me demander, régulièrement, j'irai pas jusque-là, mais un peu régulièrement, de prendre des parts dans des boîtes, ou des projets naissants pour profiter de mon expertise et de mon réseau. Donc en gros, les gens ont une idée, déjà lancée ou pas. Ils se disent: «Je vais m'associer avec Jérémy ou avec Coleman Publishing à hauteur de X moi, je pas trop envie d'être majoritaire, plutôt investisseur un peu passif, advisory et en gros, en échange, je vais donner du conseil, je vais donner du réseau, peut-être que je vais communiquer dessus et cetera et puis je vais avoir, vu que j'ai des parts ou que j'ai un distributed equity donc enfin, en gros, ça me verse de l'argent. Bref, j'ai un intérêt à pousser ce projet. Quand je le fais, je suis toujours très, très transparent, hein. Je dis toujours que je suis associé avec des projets ou des gens si j'en parle, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça avance. Au début, j'avais des compétences et j'ai vendu du temps et du consulting. Ensuite, j'ai créé de l'audience et j'ai vendu, une offre d'accompagnement. J'en vends encore aujourd'hui puisque Coleman Publishing fait encore de l'advisory à travers des programmes et cetera. Mais de plus en plus, moi, à titre personnel, je m'investis différemment dans des projets et c'est aussi le chemin que vous devriez suivre quelque part si vous voulez scaler ce que vous faites. No financial advice. Conseil suivant, les meilleurs dans chaque domaine ne sont pas nés comme ça, ils le sont devenus en apprenant chaque jour un peu plus. Regardez les meilleurs autour de vous dans chaque domaine et comment ils en sont arrivés là. C'est un très bon moyen de faire du mimétisme et donc de profiter de l'effet miroir pour vous coacher tout seul. Regardez autour de vous les meilleurs. Sport, famille, why not, hein, le meilleur papa du monde entre guillemets, hein, c'est un peu caricatural, mais vous voyez l'idée. Business, compétences, peu importe. Regardez les meilleurs, regardez comment ils sont devenus les meilleurs. En regardant comment ils sont devenus les meilleurs, vous verrez beaucoup plus facilement comment vous pouvez devenir meilleur dans ce que vous faites. Si vous voulez devenir vraiment riche, le one to many, donc s'adresser à beaucoup de gens en même temps, est la seule option.
mais on devient bon en one-to-many en étant d'abord très bon en one-to-one. Votre one-to-one, vous pourrez donc une personne, hein, vous pourrez pas le monter en termes de prix infiniment. Il y a un moment, ça deviendra trop déconnant par rapport à la réalité du marché selon ce que vous faites. Ça peut être dans très, très longtemps, hein, mais à un moment, ça bloquera. Et donc de toute façon, à un moment, vous allez devoir être capable de délivrer ce que vous faites à plus de gens en même temps. Nous, c'est ce qu'on fait dans le programme Argent de Fast and Slow, c'est-à-dire qu'on apprend à créer une offre evergreen de groupe. Comment on délivre à plus de gens. Mais pour en arriver là, il faut déjà être bon. Et pour être bon, il faut faire du one-one. Moi, j'ai pris énormément de clients en one-one, et ça m'arrive encore, avant de faire du groupe, avant de faire de l'evergreen. On en revient toujours à ce truc de faites les répétitions nécessaires, prenez le temps nécessaire, faites ce qui est nécessaire. Si vous comprenez ça, vous progressez beaucoup plus vite. Et c'est très bien, ça nous amène au point suivant. La plupart des gens ne progressent jamais parce qu'ils ne cherchent pas à avoir tort, mais à avoir raison. Le meilleur moyen de progresser, c'est de chercher à avoir tort le plus souvent possible. Et à chaque fois que vous avez tort, vous vous améliorez. Et cherchez tous les endroits où vous pourriez encore avoir tort. Moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'un concurrent m'énervait sur un truc, c'est parce qu'il avait compris un truc que j'avais pas encore compris, qu'il avait accepté une part de lui que j'avais pas encore accepté. Donc d'une certaine façon, il faisait un truc que je ne m'autorisais pas. Et donc plus je peux pas piffer un mec sur un domaine, plus je creuse ce qu'il fait, plus je comprends. Et après peut-être que c'est viscéral, hein, peut-être que je peux toujours pas voir sa gueule, c'est pas grave, c'est humain. Mais j'ai plus de compréhension et j'ai appris quelque chose en général. Et vraiment, plus je peux pas piffer quelqu'un, plus j'ai de trucs à apprendre. Ça s'est vérifié à chaque fois ces dernières années. Et ça nous amène au point suivant. Tu n'es pas spécial. Personne ne l'est, n'en déplaise à nos mamans. Ou bien on l'est tous, et dans ce cas-là, plus personne ne l'est. Et je pense que renoncer une bonne fois pour toutes à cette histoire de petit flocon de neige unique et précieux, en se disant je suis qu'un point dans l'humanité, j'ai pas de mission divine, à part vivre en tant qu'humain, et c'est déjà très cool, je trouve, hein. C'est vachement sympa quand même. Moi, je m'amuse bien. J'ai pas besoin d'être unique. J'ai pas besoin de me dire que je suis spécial. Je suis pas spécial, je suis normal. Et je suis un normal parmi plein d'autres normaux. Et c'est cool, ça enlève vachement de pression, je trouve. J'ai pas besoin d'être un petit flocon de neige unique et spécial. Je suis Jérémy, c'est déjà bien. Et probablement qu'il y a des millions d'autres personnes qui sont exactement comme moi. Et alors? C'est pas grave, vous les connaissez pas. J'ai pas besoin d'être spécial, je m'en fiche. Et peut-être que vous devriez aussi. Dernier point de cette catégorie, travailler sur les mauvaises choses est tout aussi efficace que de ne pas travailler du tout. Si tu ne sais pas sur quoi avancer, autant aller faire la sieste plutôt que de refaire encore une fois ton site et ton logo. Si tu travailles sur la même chose depuis 6 mois, 12 mois, 18 mois et que ça n'a pas changé tes résultats, c'est que tu travailles sur la mauvaise chose. Et a priori, tu sais déjà sur quoi tu devrais travailler. Point suivant, je l'ai appelé analyse d'un truc. Jingle. Alors, analyse d'un truc. Je prends un épiphénomène que j'ai vu passer et j'en parle un petit peu. Et là, ici, c'est les mecs qui crachent sur l'infopreneurial coaching, mais qui vénèrent Alex Hormozy comme un dieu. Les gars, allez creuser le business model de Jim Launch, la boîte qu'il a revendue, et regardez qui sont ses meilleurs amis. Soit Alex Hormozy est un démon démoniaque, et vous l'aviez pas vu, soit le modèle économique de la formation et du coaching est peut-être pas aussi diabolique que ce que vous pensiez. C'est peut-être un métier un peu plus sérieux que ce que vous pensiez. Alex Hormozy, Jim Launch, revendu entre autres choses 46 millions, 47 millions. C'était un coach pour salle de sport, hein, c'est tout. En fait, hein. Il avait une salle, ensuite il en a eu 7, ensuite il les a revendus, ensuite il allait dans les salles de sport pour les aider à les remplir, ensuite il en a fait une formation. Voilà, Jim Launch, hein, c'est ça. Donc c'est coach. Ses meilleurs potes, c'est des life coach, c'est des marketeurs de coach, c'est des média coach, tout ce que vous voulez. C'est que ça son univers. Alors aujourd'hui, dans le monde des startups et de la bien-pensance, on appelle ça créateur économie. C'est les coachs, les solopreneurs et les consultants, et les freelances et les thérapeutes, etc. C'est les créateurs. Donc c'est des gens qui ont qui vendent du service à partir du savoir et avec du média. Le créateur économie, c'est des coachs de coachs. Et j'en ai marre qu'on crache sur ce métier, alors qu'il y a plein de gens qui essaient de le faire sérieusement. Mais c'est pas grave, je vais venir foutre la merde. Prochaine catégorie, on arrive bientôt à la fin, c'est les chiffres du moment et les news. Alors là, selon les épisodes, je balance complètement des chiffres ou pas, mais je vais vous donner quelques infos. En janvier 2024, on a fait x2
un peu plus même, du chiffre d'affaires de janvier 2023, donc très, très content de ce côté-là. On a ouvert aussi, Coleman University, donc c'est, pour Coleman Publishing en interne. Donc on a maintenant une école en interne pour les équipes, pour les former, les faire monter en compétences, aussi bien sur nos business dans lesquels ils travaillent que sur les leurs d'ailleurs. Et donc on fait venir maintenant des formateurs, ou alors moi je donne des formations. Actuellement, je leur fais un bootcamp personal branding et contenu en interne, juste pour l'équipe en fait. Et donc ils ont leur communauté, leur école en interne pour monter en compétences, et donc on peut former les gens maintenant en interne beaucoup plus. Autre info, on prépare la deuxième promo du bootcamp Donner envie d'acheter avec Rachid, qu'on a monté en partenariat. On prendra, je pense, entre 15 et 20 personnes pour cette deuxième édition. On va ouvrir les portes successivement plusieurs mois d'affilée, et ça démarrera en avril, si je ne dis pas de bêtises. Mais on va ouvrir les portes 3 fois en 3 mois, avec à chaque fois des prix de plus en plus hauts. En gros, des tarifs au début très early bird, et ensuite de moins en moins. On va aller de plus en plus vers le vrai prix. Côté réseaux sociaux, j'ai passé les 6 000 abonnés sur YouTube. Ça y est, je suis une personne connue. Les 8 000 sur Instagram et les 11 000 sur LinkedIn, prouvant bien qu'on peut faire plus d'1 million de chiffre d'affaires quand personne ne nous connaît. Et on va voir si ça se poursuit et jusqu'où on peut aller avec tout ça. Catégorie suivante, les questions du public. Jingle. Question du public très très simple. Je demande à mes clients, et je demande en général sur Instagram, attention, je prépare le prochain épisode 2. Est-ce que vous avez des questions? Question numéro 1, est-ce que ta routine matinale a changé avec l'arrivée de bébé? Si oui, comment? Comment tu gères les imprévus pour rester au top dans ton mindset et quand même faire tes indispensables? Alors, les indispensables pour moi, c'est une non-question puisque je me considère comme un professionnel, donc je fais ce qu'il faut faire et pas ce que j'ai envie de faire. Première chose. Mindset, de toute façon, je suis pas sûr d'être quelqu'un de très stable émotionnellement. J'ai énormément de hauts et de bas, je l'ai toujours eu, j'ai appris à vivre avec, c'est pas tellement un problème pour moi. Mais donc je me flagelle pas quand ça va pas, ou je me flagelle pas quand j'ai pas envie, ou je me flagelle pas quand je suis pas content. C'est-à-dire que mon état émotionnel ne conditionne pas ce que je fais ou ce que je fais pas. Maintenant, des fois, j'ai pas le même niveau d'énergie quand, Sacha demandait plus de temps que si, j'étais full focus tout seul. Et en fait, dans ces moments-là, tu te demandes: «Qu'est-ce qui est le plus important dans ta journée? Qu'est-ce qui a le plus d'effet de levier?» C'est-à-dire, où est-ce que je peux mettre 1 heure d'effort pour 10 unités de résultat, et pas mettre 1 heure d'effort pour 0,5 de résultat? Et en fait, ça me pousse à travailler sur des choses complètement différentes. Je travaille sur les trucs qui ont le plus d'effet de levier, qui ont le plus de résultats, et je passe à la trappe pas mal d'autres trucs que ensuite soit je supprime, soit je délègue, soit j'automatise, et cetera. En fait, on se rend très vite compte de ce qui est obligatoire et ce qui l'est pas. Maintenant pour le reste, ma routine matinale a pas tellement changé parce que Sacha a des horaires de nuit qui sont, pas les mêmes que les miens. Donc en fait, le soir, il reste avec Marie, moi je vais me coucher en général, et moi je suis réveillé tôt le matin, bien avant qu'il se réveille, et donc j'ai le temps de faire ce que je voulais faire le matin. Pendant la journée, c'est un peu plus sportif. Maintenant, là, à ce stade, Marie, elle est encore en congé maternité, donc c'est elle qui gère, à 90, si ce n'est plus, Sacha, et moi, j'ai repris le boulot. Quand elle, elle va reprendre le boulot, je pense qu'il faudra jongler encore complètement différemment. Il faudra que je donne beaucoup plus de temps de ma journée, et donc je suis encore plus focus et plus efficace. Question suivante, si tu devais recommencer de zéro pour arriver le plus rapidement possible à vivre d'une activité en ligne, que ferais-tu? Par un salarié qui veut quitter son job. Alors, choisir une compétence que j'ai ou que je veux développer, devenir très, très bon dedans, trouver mes premiers clients et faire du consulting, essayer de vendre l'heure aussi cher que possible. Avec les résultats que je peux prouver, prendre d'autres clients plus chers, et au bout d'un moment, transformer ce savoir en un cours en ligne ou un coaching en ligne que je vais distribuer d'abord à un petit groupe de gens et ensuite de plus en plus de gens. C'est exactement ce que je vous disais plus tôt. C'est, je pars d'une compétence et je vends à l'heure. Ensuite, avec cette compétence et l'argent que j'ai récupéré, je crée une petite audience qualifiée et je vends un programme, et ensuite derrière, je vais commencer à nouer des partenariats. C'est exactement ce que nous on enseigne à nos clients, toute l'année, et pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Question suivante, comment tu te motives quand tu es découragé et que tu as envie d'abandonner? Comme je le disais avant, ça ne conditionne pas ce que j'ai envie de faire ou pas. En fait, je compte pas sur la motivation. Je fais ce que j'ai à faire, point. Je compte sur, 2/3, passion, 1/3 discipline. Donc en fait, la motivation, je m'en fous. Et j'ai souvent envie d'abandonner comme, tous les êtres humains normalement constitués, mais en fait, c'est pas un sujet. C'est pas une option, en fait. Donc ce que j'ai envie ou pas envie ne compte pas ici. Dernière question, est-ce que le coaching est encore un marché porteur aujourd'hui? On n'est pas en 2017 où tu peux vendre tout et n'importe quoi à n'importe quel prix, mais pour moi, le self-education, self-help, creator economy, c'est un marché qui va valoir, 100-200-300 milliards dans les prochaines années.
et qui va, pas remplacer les écoles et les facs, hein, loin de là, mais qui va cohabiter au même niveau, en fait, que les écoles et les facs. Et donc c'est un marché qui est très, 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 très gros. Dernière catégorie, la catégorie conclusion, jingle, on a presque fini avec cet épisode. Conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? La vie de papa, c'est trop cool, mais c'est aussi très, très challengeant et je vais continuer à le documenter un peu publiquement parce que je trouve ça rigolo. 2024 va être une année assez extraordinaire, je pense, à bien des égards, même si elle sera sûrement plus dure que toutes les autres que j'ai eues jusqu'à maintenant. Après cet enregistrement, je pars en mastermind, le mastermind Entreprendre qui est, fondé par, Gérald Faure. Sur la chaîne YouTube, vous avez, le talk que j'ai fait la dernière fois. Là, j'en ferai normalement de nouveau un petit, donc on verra ce que ça donne. Et enfin, n'oubliez pas de mettre des pouces, des notes et tout, je compte sur vous, sinon je boude et j'arrête tout. Non, bon, je vais pas faire ça, mais vous comprenez l'idée, n'oubliez pas, des pouces, des abonnements, des commentaires, des notes, des étoiles, c'est pour ça que ça existe aussi. Ils ont mis un bouton, c'est pour que vous cliquiez dessus. Je compte sur vous. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode. C'était Jérémy, votre coach de coach préféré. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.